Très bien, donc merci Monsieur Boukroui donc pour cet exposé donc très clair, très pédagogique, donc ce qui dénote effectivement de votre maîtrise du sujet. Comme on s'est dit entre nous, entre membres, collègues membres du jury, normalement vous ne devrez pas être là devant nous aujourd'hui pour cette soutenance, parce qu'effectivement nous vous connaissons bien. Votre parcours pédagogique, scientifique. Vous n'avez pas attendu cette habilitation d'aujourd'hui pour encadrer des thèses. Vous avez, donc j'ai vu votre CV, vous avez 5 thèses doctorales sur votre coupe. Vous avez 4 magistères, plusieurs magistères, plusieurs masters, plusieurs ingénieurs, chef de projet, plusieurs projets de recherche, que ce soit CNEPRU, PNR ou international. Donc je pense que c'est une formalité qui devrait être faite. Vous êtes là, donc nous vous en remercions. Ça nous a fait plaisir de vous réécouter encore une autre fois, de savoir ce que vous faites. Donc déjà, donc c'est une occasion pour nous donc de nous rendre sur ce que vous faites. Voilà, donc on est là, on va essayer donc de passer la parole aux différents membres du jury donc pour le débat nécessaire donc à cette habilitation. Mais avant de passer la parole, je tiens quand même à remercier mes collègues qui sont présents ici aujourd'hui, notamment notre ami et collègue professeur Ben Achour, donc qui à son habitude ne dit jamais non. Donc il est toujours là malgré la neige, la pluie ou le beau temps ou la chaleur. Donc il est toujours là, nous ne le remercions jamais assez. Donc c'est notre maître, c'est notre enseignant, c'est notre ami, donc il est toujours là, donc dès qu'on l'a sollicité. Je vais aussi donc remercier mes collègues locaux, professeur Khuder Madani, de la même manière, professeur Hafid Kherdin et professeur Jili Hussein. Et bien entendu, donc, comme on l'avait dit à l'ouverture donc, de cette habilitation, nous rendons hommage aujourd'hui au professeur Jilouli, et qui est décédé, donc il devrait être là, donc Rabbi Arhamou, Sa'ali, Inch'Allah. Voilà. Donc sur ce, donc je vais essayer donc de passer la parole à mes collègues, d'abord examinateurs, donc professeur donc Ben Achour et professeur Medeni. Ensuite, je passerai la parole aux rapporteurs qui sont aujourd'hui ici en tant que membres invités, s'ils ont d'autres questions ou d'autres éclaircissements qu'ils ont à vous poser. Donc vous avez la parole, professeur Ben Achour. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, et je tiens à le répéter, c'est toujours un plaisir d'être à Bdjaïa. Donc ce plaisir aujourd'hui est, disons, double. Et je remercie les collègues qui m'ont proposé comme membre examinateur de cette HDR, qui, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, n'a vraiment pas lieu d'être, puisque nous sommes là pour juger vos capacités à encadrer dans le futur. Or, vous avez déjà démontré depuis plus de 10 ans vos capacités d'encadrer et à mener des travaux de recherche. Donc, c'est une erreur administrative. Inch'Allah, ça va être corrigé le plus tôt possible pour vous rétablir dans vos droits, donc scientifiques. J'étais membre examinateur de votre doctorat. Donc, et j'aurais souhaité, donc je ne sais pas si c'est un oubli, si vous l'avez invité, j'aurais souhaité que Judy soit parmi nous, que le professeur Merabet soit parmi nous, ne serait-ce comme invité. Donc lui, il a beaucoup travaillé sur ce domaine et bien sûr, j'ai à déplorer l'absence de feu Djelouli, mais ça c'est les choses de la vie et la vie doit continuer. Donc je vois que vous êtes resté dans votre domaine principal, à savoir l'activation, la modification de la bentonite. Et à ce sujet, je tiens à dire, pourquoi vous choisissez le terme bentonite? Alors, l'argile que vous avez utilisée, celle de Mostaganem ou de Marnia ou les deux? Non, parce que Mostaganem, elle présente beaucoup de difficultés. Pardon? La bentonite de Mostaganem présente beaucoup de difficultés. Elle n'est pas pure, elle est difficile à purifier, elle contient beaucoup de matière organique. Par contre, celle de Marnia, non, celle de Marnia, elle est calcique. Elle contient le taux de momorionite à l'intérieur, il est important. Par contre, celle de Mostaganem, donc celle de Marnia, elle contient environ 60-70%.
Par contre, celle de Mostaganem, elle contient moins de monorionite. Et comme vous savez que dans la bétonite, pourquoi la monorionite? Parce que la monorionite, elle a une grande capacité d'échange et elle a une grande surface spécifique. Donc si vous mesurez la capacité d'échange de la bentonite de Mostaganem, vous allez trouver autour de 30, 35, jusqu'à 40 le maximum que j'ai trouvé. Par contre, celle de Marnia, elle va jusqu'à 90. Quand elle est purifiée, on peut dépasser même 90. Justement, de celle de Marnia, j'aurais souhaité que vous actualisiez les choses, que vous ne parliez plus de bentonite de Marnia ou argile de Marnia, mais de marnite tout court. Oui. Comme vous le savez, ce terme maintenant est reconnu par l'IOPAC, grâce aux travaux de M. Belbechir à Oran. On ne parle plus d'argile de Marnia, on parle de marnite. Comme bentonite, ça vient du fort Benton, marnite, ça vient de Marnia. Oui, il y a même le professeur Belbechir qui est l'initiateur de ça. Donc, si l'activation chimique donc de cette argile donc, risque de poser des problèmes environnementaux, soit par le traitement, enfin à travers les déchets, donc il en reste, et vous proposez à la fin ou à un certain moment, vous proposez la modification par ultrason. Par micro-ondes. Micro-ondes. Oui. Est-ce que cette technique ou ce nouveau procédé d'activation a de meilleures chances d'être exploité dans l'avenir? Parce que là, ce serait plus intéressant. Donc les travaux que j'ai menés sur le micro-ondes, honnêtement, je les ai faits en 2002. Puis j'ai arrêté. Il y a des travaux qui ont été repris. Ils ont repris mes travaux je pense qu'il y a quelqu'un de Tizi Ouzou il travaille avec Alger. Il a publié 2 ou 3 fois. Bon, lui, il ne fait pas le NH4CL. Il a fait quelque chose que moi-même, je voulais faire, mais comme je me suis venu à Béjaïa, j'ai laissé tomber. Il a fait le HCL. Lorsqu'on prend il a obtenu de très bons résultats. Lorsqu'on prend l'argile, donc pour utilisation comme terre décolorante ou comme... donc vous avez les deux, vous avez l'échange ionique et l'absorption. Mais ces deux phénomènes peuvent être indissociables. L'un a lieu en même temps que l'autre. Oui. Comment est-ce que vous séparez entre les deux? Non, je n'ai pas séparé. C'est-à-dire que quand on active à l'acide sulfurique, on ne voit pas l'évolution de l'un par rapport à l'autre. Parce que la cinétique, elle est rapide. Par contre, avec NH4CL, on voit la cinétique, elle augmente, la cinétique de la capacité d'échange, elle augmente, à un certain moment, elle descend. Donc c'est là l'intérêt. C'est-à-dire si on veut avoir une utilité, parce que la bentonite, elle a 2 propriétés. Donc la propriété, si on a besoin de la surface spécifique, on va activer l'acide sulfurique et puis ça s'arrête là. Par contre, si on a besoin de la capacité d'échange, c'est-à-dire on veut faire un échange, tel que ceux qui travaillent sur des micro-changements, etc. Donc il vaut mieux activer avec un acide doux pour avoir une grande capacité d'échange. Comme ça, vous allez avoir le maximum de sites d'échange. Pourquoi est-ce qu'on doit procéder, ou on procède toujours, donc, à la décoloration d'une huile alimentaire? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on élimine? Bon, donc l'huile, quand elle vient, elle est brute. D'abord, la démucilagination, on élimine les acides gras. Les acides gras, puisque c'est un ester. L'huile, c'est une molécule d'ester. Par contre, donc, qui n'est pas hydrolysable, mais autour de la molécule d'huile, il y a les esters hydrolysables ou non hydrolysables, difficilement hydrolysables. Une fois qu'on a éliminé ça au niveau de la démucilagination, donc c'est des grosses quantités d'impuretés. Il reste des petites quantités d'impuretés qui sont minimes, très faibles, c'est-à-dire c'est des colorants. C'est des colorants de bêta-carotène, de chlorophylle, etc., d'autres composés qu'on ne connaît pas.
Mais ils sont très faibles. Donc ces éléments très faibles, on doit les éliminer par adsorption. On peut utiliser le charbon actif, mais l'industrie utilise la terre décolorante. Donc c'est les carotènes et les chlorophylles qu'on À élimine. partir de quel nombre de carbone doit-on éliminer? C'est 14, c'est 15 ou... Un peu Quels plus. sont, ma question est, il y a des acides gras qui sont utiles, qui doivent rester présents dans l'huile. Non, mais c'est parce que ça, c'est des acides gras hydrolysables. C'est-à-dire, si l'huile reste, on ne peut pas la stocker. Parce que l'acide, l'ester, quand il s'hydrolyse, il va devenir un acide. L'acide, donc, l'huile va devenir un acide. Par contre, les acides gras longs, c'est-à-dire à chaîne longue, ils s'hydrolysent difficilement, donc معليش. Par contre, ce qui nous dérange, c'est les acides gras faibles, bien sûr, carbone, faible nombre de carbone, et qui sont facilement hydrolysables. Puisque vous avez réalisé des expériences chez Vital, est-ce que la provenance, donc la matière première, donc tournesol ou autre type d'huile, est-ce qu'elle influe sur le procédé de décoloration? Oui. Pourquoi est-ce que maintenant il est conseillé, l'huile au tournesol est conseillée d'être beaucoup plus légère, beaucoup plus... La qualité de l'huile, elle influence même, par exemple, il y a certaines huiles, on peut les traiter avec l'enzyme, il y a celles qu'on ne peut pas traiter avec l'enzyme. Et pourtant, c'est les mêmes huiles. Et donc là, le domaine de la recherche aussi, il doit intervenir. Pourquoi l'enzyme peut traiter l'huile de colza, ne peut pas traiter, par exemple, l'huile de soja. Pour ce qui est de la terre décolorante, la même chose. Moi, j'ai pris 1,1 parce que c'est des recommandations de l'unité. C'est eux qui m'ont demandé d'utiliser ces différentes taux. Oui, c'est l'huile, par exemple, de tournesol. Elle ne nécessite pas une grande quantité de terre décolorante. C'est-à-dire, elle-même, déjà, elle ne contient pas beaucoup de colorants. Par contre, l'huile de palme, qui est une huile très très noire, presque noire, elle nécessite beaucoup de masse de terre décolorante. Est-ce que vous pouvez mettre en place, enfin, à l'écran, la diapo 25 ou 33, puisque c'est la même? Là, vous avez les différents spectres avec. 33 ou... Le spectre des huiles. 33 ou 25 au début, il y a 25, 26. 33, allez donc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour... attendez, vous avez le carré ça correspond à HT300. Ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe vers 415 ou 400 Ici. micro-ondes? Oui. Pourquoi il y a Ici, je pense que c'est une erreur d'analyse, c'est tout, mais sinon... À mon avis, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a rien dans les autres spectres. Parce que moi, où est-ce que je me suis basé uniquement ici et uniquement là. C'est-à-dire, c'est le lambda max de la chlorophylle et le lambda max de bêta-carotène. Mais sinon, celui-là, soit il y a une fausse manipulation de ma part. Voilà. J'aurais souhaité aussi avoir, lorsque vous avez des points expérimentaux comme ça, vous avez une incertitude, vous avez une marge d'erreur. J'aurais souhaité que ça soit mentionné pour voir justement quelle est l'importance. Est-ce que c'est vraiment, il y a une petite, moi, est-ce que c'est dans l'incertitude, surtout lorsque vous dites, vous tracez sur, lorsque vous avez comparé le PLA1 libre au PLA1 immobilisé, et que vous dites qu'à 5 heures,
ça s'arrête pour l'un, et pour l'autre, ça va jusqu'à 7 heures. Et pour les mobiliser. Mais là, comme il n'y a pas d'incertitude, on ne sait pas si c'est vraiment cette tendance-là. Bon, je vais essayer de les faire parce que c'est vrai que les travaux sur les mobilisés, etc., je les ai présentés en perspective. Ils ne sont pas publiés, donc ils ne sont pas encore mis, c'est-à-dire terminés. Par contre, ici, je ne peux pas les toucher parce qu'ils sont déjà publiés. Je vais me permettre une petite remarque de forme. Donc, je suis un peu perfectionniste sur les bornes. À la diapo 50, c'est pour Kelvin. J'aime toujours faire cette remarque à mes étudiants, donc je vais la faire à un docteur depuis 50. 50. Voilà. En haut, vous avez de l'azote à 66 Kelvin. On dit, on dit pas degré Kelvin. Oui. Degré Kelvin. Il n'y a pas de... Et dans la légende, donc le caption, vous avez à 77 K. K il devait être en majuscule. Ouais. Je tiens toujours, lorsque je trouve ça, je suis contraint de faire la remarque pour ça et pour pH. La plupart des collègues, malheureusement chimistes et tout, écrivent pH grand P. Grand P, grand H. Alors que pH c'est petit. P minuscule et H majuscule. Et ça c'est une norme, on ne peut pas y échapper. La même chose pour Kelvin. C'est vrai. C'est une norme reconnue internationale. Une dernière question. À aucun moment vous nous montrez, enfin, nous présentez le coût de l'activation. Est-ce que ça vaut le coup d'activer? Est-ce que ça vaut le coup de ne pas juste utiliser? Est-ce que c'est économiquement? Bon, le coût, c'est ce qu'on m'a posé comme question au niveau de, c'est vrai, au niveau de Civital, parce que ils aiment bien. C'est pour ça que eux, au départ, ils ont cru qu'en diminuant la quantité de terre décolorante qu'ils vont utiliser, ils auront moins de déchets, parce qu'ils sont confrontés au problème. Je leur ai proposé ça, c'est-à-dire je leur ai dit que votre déchet, vous pouvez le réutiliser, le retraiter, le réutiliser. Ils m'ont dit, mais à quel prix? Est-ce que justement, j'allais dire que c'était la dernière question, l'impact sur l'environnement de ces bouts de traitement, est-ce qu'il est vraiment important? Si. Est-ce qu'on doit s'en soucier réellement? Si, parce que... Non, mais c'est de l'argent qu'on jette. C'est-à-dire c'est un déchet qu'on jette et qui prend beaucoup de temps pour se dégrader. Parce que c'est une argile qui contient de l'huile, d'abord. Cette huile, elle dégage des odeurs. Elle contient aussi tout ce qui est là éliminé de l'huile. Donc, comme toxiques, comme par exemple des phénols, des métaux lourds. Les huiles qu'on a, enfin les acides gras qu'on a éliminés, ils sont biodégradables. Oui, mais l'odeur, c'est, il y a une mauvaise odeur qu'il dégage. Sinon, actuellement, ils les jettent à Boulimat. C'est tout. C'est là j'avais les différentes questions. Je vous félicite encore une fois pour l'exposé. Je souhaite que, administrativement parlant, vous soyez régularisé le plus tôt possible. Et je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci, professeur Ben Achour, donc pour toutes ces questions pertinentes et aux réponses aussi du candidat donc, qui l'a apporté. Je reste à ma droite. Voilà, donc je passe la parole à notre collègue Khader Madani, professeur Khader Madani, pour des questions à poser. Je vous remercie donc, Monsieur le Président. Chers collègues et amis, merci de m'avoir donc convié à votre soutenance d'habilitation. Comment dire, ce n'est pas une discussion d'un examinateur, mais c'est beaucoup plus une discussion collégiale. Ouais. Voilà, c'est dans l'esprit. J'ai lu le travail parce que j'ai trouvé un certain intérêt. Comme vous le savez, on travaille beaucoup sur les micro-ondes. Donc je vais revenir un peu plus tard sur les aspects du micro-ondes.
Et les questions qui se posent actuellement via votre thématique, l'activation de la bentonite, essayer d'appliquer ça à la décoloration des huiles et régénérer, il y a un grand débat actuellement qui est sur la planète. À quoi ça sert de décolorer les huiles? Parce que vous avez dit, on enlève les caroténoïdes et certains colorants naturels. Est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce qu'elles sont toxiques à l'alimentation? Non, c'est beaucoup plus de l'esthétique. Donc c'est par rapport à l'esthétique, c'est-à-dire que les humains cherchent du synthétique via le naturel. Donc réellement, c'est beaucoup plus de l'esthétique, c'est-à-dire surtout pour la présentation commerciale. Les gens ne veulent pas voir une huile colorée. Ils veulent voir beaucoup plus une huile décolorée. Donc réellement, la recherche devrait être menée, comment soulager ces huiles et pouvoir récupérer ces colorants-là pour un intérêt alimentaire. Ça, c'est un aspect. Le deuxième, c'est-à-dire sur la discussion, hein, vous avez parlé de l'activation par micro-ondes. Qui active réellement dans le micro-ondes? Parce que vous avez changé la source d'énergie. Le micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Parce que, les argiles, normalement, ils sont transparents au micro-ondes. Quand je veux chauffer, je mets de l'eau, mais quand j'ai une argile, l'argile ne chauffe pas. Non, c'est-à-dire que le four simple, c'est un problème de transfert d'énergie. Donc, dans le four normal, il doit passer par, il doit traverser la matière. Par contre, le micro-ondes, il va directement dans la molécule d'eau, parce que c'est quoi le micro-ondes? C'est un problème de polarisation. Donc, il fait tourner la molécule d'eau à une certaine vitesse, puis ça chauffe. Donc, il va directement dans la source qui est... C'est-à-dire le chauffage micro-ondes, ça vient du centre vers l'extérieur. Voilà. Et c'est beaucoup plus les constantes diélectriques qui en sont responsables du chauffage. C'est ça. Donc la question pour moi, c'est que vous avez donné des températures tout à l'heure quand vous êtes avec une autre source d'énergie, c'est-à-dire avec un chauffage classique. Mais avec le micro-ondes, vous avez mesuré les températures pour connaître les températures que vous avez atteintes? Il y a, oui, c'est vrai, le problème que j'avais dans le micro-ondes que j'avais au labo, c'était que il y a une puissance, oui, mais il ne dit pas la puissance, elle correspond à combien de température. Par contre, il y a ceux qui travaillent beaucoup sur les micro-ondes, ils ont ce type de... Surtout les organiciens, parce qu'actuellement, la recherche, surtout, il y a Madame Derdour qui travaille dessus, parce que moi je me suis inspiré d'elle, c'est qu'ils font beaucoup la synthèse organique. Ouais. Dans la synthèse organique, toutes les molécules, toutes les réactions qui se faisaient avec des solvants, etc., maintenant il se fait avec micro-ondes, argile, micro-ondes, et tu n'as pas beaucoup de solvants, tu n'as pas beaucoup de déchets, et ce que tu obtenais en 3 jours de chauffage, tu l'obtiens en 15 minutes. C'est un très grand créneau que les gens d'Oran sont en train d'investir. Excusez-moi, sur la décoloration, puis vous avez fait la régénération et vous avez parlé de valorisation. Sur l'aspect valorisation, certainement, c'est quand vous... Parce que j'ai vu que vous incinérez, vous montez à des températures assez élevées. Mais la valorisation, c'est par l'incinération où vous récupérez, vous désorbez et vous essayez de faire la valorisation des caroténoïdes, de la chlorophylle, des colorants que vous avez donc fixés au départ. Qu'est-ce que c'est, pour vous, la valorisation, qu'est-ce que c'est réellement? Non, c'est-à-dire, moi j'ai appelé à la valorisation, c'est que c'est un déchet qui est jeté, je vais le valoriser, je vais le traiter et le réutiliser quelque part. Donc c'est la bentonite seulement, voilà. Pas ce qui a été absorbé? Non, ce qui a été absorbé, il a été traité thermiquement. C'est pour ça que j'ai présenté le DRX et le infrarouge, c'est-à-dire le matériau, une fois que il a été traité thermiquement, il va reprendre la structure qu'il avait avant. Très bien. Après, vous avez présenté que vous pouvez fixer donc l'enzyme sur ce support pour l'utiliser comme étant une enzyme immobilisée. S'il vous plaît, vous pouvez remettre le tableau là où vous présentez les constantes donc, de dissociation, donc, certaines constantes de cette enzyme.
celui-là. Ici. C'est pas ça. C'est les constants de Michaelis. Ah, Les constants un peu plus loin. Constants de Michaelis. ah, Les KM. Voilà. Là, on arrive. Voilà, c'est cela. Vous avez donc présenté qu'il y ait une différence entre la constante de Michaelis, qui est une constante propre à l'enzyme, avec la constante que vous avez appelée Michaelis de l'enzyme immobilisée. Mais ce que nous avons comme connaissance sur les enzymes, c'est qu'une constante de Michaelis, elle est constante pour l'enzyme. Pourquoi elle a changé pour l'enzyme immobilisée? elle a changé pour nous, ça veut dire que l'enzyme, parce que elle n'est plus seule, donc si elle change, ça veut dire qu'il y a une affinité qui a changé. Et dans quel sens? Dans le bon sens, puisqu'elle augmente. Non, le Km, c'est une constante de dissociation. L'inverse est vrai. Donc la constante d'affinité a changé. Ouais. Et ça, ce que vous avez, c'est beaucoup plus une constante de Michaelis apparente. Parce que la cinétique Oui. de Michaelis Menten n'est valable seulement au milieu libre. Et vous C'est avez une une autre pseudo, cinétique. Voilà, pseudo. vous avez une autre cinétique à traiter. Et je vais finir donc par la dernière partie que vous avez présentée, c'est la minimisation. Juste, c'est un pur problème de concept. Est-ce que vous avez fait de la minimisation ou de l'optimisation? Franchement, parfois je l'appelle l'optimisation, parfois je l'appelle la minimisation. Je vous remercie pour la réponse. Et je vous rends la parole donc, Monsieur le Président. Parce que j'ai un étudiant, il travaille sur le même sujet, mais il utilise le MATLAB. Donc là, je suis à l'aise de l'appeler optimisation. Pourquoi je vous ai posé la question? Parce que vous m'avez convié souvent à vos soutenances donc, de graduation. Donc j'ai été présente en part. Et là, je voyais beaucoup plus l'optimisation. Et donc, je me suis dit, voilà, je vous remercie. Merci, chers collègues, donc Khader Madani, donc pour vos questions pertinentes. Maintenant, je passe à ma gauche donc pour les invités, les rapporteurs donc de votre travail. Je leur passe la parole. Donc, professeur Gili, l'extrême gauche, voilà. Professeur Hussein Gili, si vous avez des questions, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens encore, de ma part, à remercier notre ami et collègue M. Boukroui pour l'exposé qui est clair. Il a été présenté d'une manière pédagogique. Moi, en ma qualité d'invité, j'ai deux petites questions sur les perspectives. J'ai l'impression que, en lisant le manuscrit, qu'il y a un certain confinement où vous êtes confiné dans les argiles. Vous n'avez pas essayé de s'éclater un petit peu. Hein. C'est vrai qu'on commence toujours comme ça, mais c'est bien d'éclater un peu le sujet et d'aller vers d'autres applications. J'ai remarqué que pendant la thèse, vous avez travaillé sur les terres décolorantes. Et puis, les sujets hors thèse, vous continuez toujours à travailler, mais en utilisant d'autres méthodes d'activation. Et dans les perspectives, j'aurais bien aimé trouver d'autres applications pour ces terres décolorantes, par exemple. Ça c'est un avis. Bon. Et une deuxième remarque, je n'ai pas vu dans vos exposés un mécanisme, ne serait-ce que grossier comme ça, qui nous montre comment se fait cette décoloration. Et je pose la question, pourquoi on n'utilise pas une terre décolorante, par exemple, dans l'huile d'olive, par exemple. Non. Dans l'huile d'olive.
dans la production de l'huile d'olive. Moi, j'ai visité plein d'huileries. Pourquoi on utilise pour cette méthode pour décolorer l'huile de tournesol, par exemple, et on ne retrouve pas ce procédé dans le raffinage de l'huile d'olive. Et puis, dans tous les papiers que j'ai lus sur les huiles, je n'ai pas travaillé beaucoup sur les huiles, mais on trouve souvent une technique qui est pertinente, qui est la chromatographie. Mais là, dans vos exposés, je n'ai pas vu de caractérisation par cette technique qui est vraiment très pertinente dans le domaine des huiles. Voici à peu près, ce n'est pas des questions, mais plutôt, je vois ça d'un œil... Non, pour ce qui est de la chromato, si, on est en train de l'utiliser parce que, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un étudiant qui travaille sur l'optimisation. Donc quand il optimise, il récupère l'huile, il lui fait, au niveau de ses vitales, il lui fait une analyse chromatographique. Mais c'est vrai que je n'ai pas présenté les résultats ici, puisque je suis passé outre de ça. Mais sinon, si, il faut présenter des résultats pour voir qu'est-ce qui a été éliminé, qu'est-ce qui n'a pas été éliminé. Quels sont, c'est-à-dire ce qui a été éliminé, avec combien de carbone, 15, 16, 17, etc. Si, il faut une étude chromatographique. Non, moi, je me suis inspiré de HCl. Donc HCl, qui est-ce qui va me donner le HCl? C'est bien le NH4Cl, parce que le NH4Cl avec la chaleur, il se transforme en HCl plus NH3. Voilà, mais sinon, j'avais l'intention d'utiliser d'autres ammoniums ou d'autres... D'accord. Merci. Je termine encore une fois. Merci. Je repasse la parole. Merci, professeur Gigli, donc pour vos questions. Je reste à ma gauche, la gauche proche. Professeur Hafet, donc Kherdin, pour ces questions et ces éclaircissements. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais commencer par donc vous remercier, chers collègues, pour cette invitation. Monsieur Boukaroui, vous étiez un camarade de promotion puisqu'on avait fait l'université ensemble. Nous avons galéré pendant un certain nombre d'années à l'université de Sétif, donc nous étions même dans le même groupe. Peut-être je vous connais mieux que quiconque ici. Hein. Puis après, je vous ai perdu de vue puisque vous étiez à Mostaganem. Ce qui m'a, comment dirais-je, un petit peu surpris lorsque j'ai lu donc votre résumé, c'est le nombre un petit peu de modules que vous avez assurés. Hein. Vous avez fait de l'électrochimie, vous avez fait de la chimie organique, vous avez assuré le module sur les bioréacteurs, vous avez fait de la chimie minérale, vous avez fait de la chimie physique. Et là, donc vous êtes vraiment un pur chimiste. Hein. Vous avez touché un petit peu à toutes les, à toutes les thématiques donc au niveau de la chimie. Sur le plan recherche, vous avez touché ici à une thématique que nous aimons tous, à savoir donc l'environnement, donc comment dépolluer la pollution. Ce que, je regrette un petit peu lorsque donc j'ai lu le résumé que vous nous avez. Je suis sûr que vous ne l'avez pas mis parce que, vu l'expérience que vous avez plus de 15 années dans le domaine de l'enseignement, vous avez orienté, encadré plus de 4 thèses, vous avez 4 publications en hors thèse. Là, c'est quand même, énorme. Donc, lorsque vous avez montré
comment dirais-je, le domaine de recherche dans lequel donc, vous activez actuellement, vous n'avez pas essayé, par exemple, de comparer votre bentonite, qui est un élément, un produit naturel, par rapport à quelque chose de synthétique, par rapport à une résine, pour voir au moins la différence par rapport à ce qui est utilisé actuellement, donc au niveau des différentes usines comment dirais-je, de filtration, j'allais dire, d'accord. Et c'est comme si nous sommes un peu perdus dans cette recherche. Ensuite, il y a des analyses de toxicité que vous n'avez jamais touchées, parce que là, par exemple, vous avez utilisé beaucoup de chlorure. Vous avez utilisé la HCl, vous avez utilisé NH4Cl, mais vous ne nous avez jamais rien dit sur le chlorure, sur le taux de chlorure donc, que contient encore votre huile. Ensuite, vous êtes aussi, nous sommes un peu focalisés sur la surface spécifique, sans nous dire est-ce qu'il s'agit d'une absorption qui est d'une physio-absorption, pardon, ou bien d'une chimie-absorption, pour réellement s'orienter, j'allais dire, sur l'augmentation, la diminution de cette surface spécifique, ou bien carrément de mettre des groupements fonctionnels sur votre bentonite. Non, ici, c'est un phénomène de physiosorption. Bon, pourquoi je me suis trop intéressé? Parce qu'une bentonite, ce qui est important, bon, c'est vrai qu'elle a une capacité d'échange importante, elle a une surface spécifique. La capacité d'échange importante, elle est qu'à côté, vous avez par exemple des résines qui sont, si on a besoin d'un échange, de phénomène d'échange, il est préférable d'utiliser une résine. Donc, c'est donc des cas très rares où on utilise la capacité d'échange d'une bentonite. C'est des cas très rares. Sauf, par exemple, pour éliminer, par exemple, même pour ça, c'est pas très, très performant. Par contre, la surface spécifique, si. La surface spécifique, elle est relative à l'absorption, donc c'est plus importante que la capacité d'échange. Maintenant, est-ce que c'est physiosorption et chimiosorption? En général, ici, c'est de la physiosorption. Relative donc à l'absorption, ça dépend de l'absorption que vous avez. Okay. Maintenant, au niveau de la surface spécifique, c'est vrai que c'est pas toujours évident que dans l'absorption, c'est la surface spécifique qui intervient. C'est vrai que parfois c'est la microporosité, parfois c'est la mésoporosité. Donc il y a ceux qui parlent de l'intervention de la mésoporosité, qui est responsable de la décoloration. Il y a des travaux aussi qui disent que non, c'est pas la mésoporosité, mais il y a aussi la microporosité. Donc, mais c'est beaucoup plus orienté vers beaucoup qui parlent de mésoporosité, non pas de microporosité. Dans ce cas, pourquoi réellement votre choix sur la bentonite? Pourquoi le choix de la bentonite? Parce que c'est un matériau local, il existe. Oui, c'est un matériau J'habitais à Mostaganem, il y avait un gisement à côté. Donc. Oui, mais je vous informe qu'il y a d'autres produits locaux, peut-être qui sont plus stables, surtout thermiquement, par rapport à la bentonite. Entre autres, je parlais des apatites. Oui, mais les apatites, c'est nouveau. Oui, oui. C'est-à-dire, là, justement, je parle dans les perspectives, par rapport aux perspectives. Les perspectives, c'est nouveau. Quand je me suis basé, quand j'ai démarré sur les bentonites, si je reviens en arrière pour les apatites, ça va me prendre beaucoup de temps pour les maîtriser. Mais c'est vrai que c'est... Oui, le procédé que vous avez présenté, est-ce qu'on peut l'extrapoler, par exemple, à d'autres huiles, telles que les huiles, donc, je sais pas, de voitures, usagées, quoi? Si, Naftal utilise la terre décolorante dans le raffinage des graisses, puisqu'elle produit les graisses, des huiles de vidange, etc. Si, elle utilise la terre. Et c'est la même efficacité que pour les huiles qui sont moins chargées? C'est la même. Efficacité de dépollution, de décoloration, si vous voulez. Honnêtement, je ne suis pas vraiment branché avec eux. Donc, mais je sais qu'ils travaillent parce que j'ai fait une visite en Naftal d'Arzeux
ils utilisent les terres décolorantes parce qu'ils produisent des graisses, ils produisent des huiles de vidange, etc. Voilà. Je les ai utilisés. J'ai utilisé. Pourquoi j'ai fait une visite? Parce que je voulais les utiliser dans les huiles vidange usagées. Mais ça ne m'a pas donné de bons résultats. Voilà, donc je vous remercie en tant qu'invité. Bon, je voulais juste quelques informations de plus. Sinon, je souhaite, comme l'avait dit donc le professeur Benachou, que vous allez être rétabli, que cette erreur administrative sera corrigée. Et je vous souhaite beaucoup de courage surtout, de chance pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Hafid Khardin, donc, pour vos questions. Je remercie tous les membres du jury donc, pour leur intervention et leurs questions pertinentes. Il me reste à moi donc, d'intervenir quelques minutes pour poser quelques petites questions que mes collègues ont laissées pour moi. Voilà. Vous avez présenté dans l'analyse de vos argiles, donc au niveau de la diapositive 48, vous avez parlé du calcite. Du calcite. La calcite et le quartz. C'est un composé. Voilà. C'est un composé qui vient parce que la bentonite elle est naturelle. Voilà. Non, je sais ce que je veux dire. Donc, la calcite, généralement, c'est du tartre, c'est du carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Généralement, il n'est pas présent sur la calcite, dans les tartres. Donc, il y a aussi la présence d'autres espèces de tartres. Mais généralement, effectivement, la calcite est majoritaire. Mais il y a aussi de la bactérite, donc il y a autre chose. Donc, si vous avez mis calcite, donc automatiquement, il peut y avoir aussi d'autres pics, d'autres formes, d'autres types de tartres, de carbonate de calcium. Ça, c'est une première question. Après, généralement, donc vous avez, comme on dit mes collègues, vous avez beaucoup fait l'approche, la relation entre la surface spécifique et les récupérations et la cinétique, etc. Il y a un paramètre que je n'ai pas vu, que vous avez bien traité, c'est les dimensions des grains de votre, ou je ne l'ai pas vu, si vous l'avez fait. Généralement, la surface spécifique est beaucoup plus en relation avec le diamètre et les dimensions des particules, la granulométrie. Est-ce que vous avez essayé de voir déjà la granulométrie? Est-ce que vous avez essayé déjà d'améliorer la granulométrie dans vos traitements pour avoir une granulométrie de plus en plus fine? Bon, le mot à la mode qui revient, c'est le nanométrique. Est-ce que vous pouvez aller préparer des argiles qui ont tendance par la suite d'avoir cette granulométrie-là tant recherchée, donc qui présente des effets, des résultats assez impressionnants? Non, mais je pense que je l'ai présenté. Je ne sais pas, vous dites peut-être que je ne l'ai pas vu. C'est 50 microns, on ne descend pas au-delà des micros. 50 microns. Voilà. Donc vous n'avez pas pu aller plus loin. Donc en termes. Les tamis que j'ai au labo, c'est 45 à 50, c'est tout. Voilà. Le plus bas, c'est 45. Donc c'est un paramètre quand même important. Par la suite, je pense à développer et appliquer. Il faut trouver une méthode, une manière donc de préparer des poudres de plus en plus fines. Vous allez avoir des petites quantités avec des surfaces énormes. Donc, et comme vous le savez, donc le monano en ce moment il fait des miracles. Si vous pouvez donc y aller jusqu'à cette granulométrie. Une autre question peut-être ou deux que j'ai donc ici. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser vos argiles dans la récupération, par exemple, des métaux lourds, dépolluer par exemple les dans la thèse, voilà. Dans la thèse, je n'ai pas présenté les résultats puisque je ne les ai pas publiés. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu parler au professeur Khardin tout à l'heure, c'est-à-dire que utiliser une argile pour éliminer du cuivre, Voilà. bien du cadmium ou bien Le plomb, l'arsenic, enfin tous les éléments. entre les deux, c'est-à-dire tu vas éliminer du cadmium, bien tu vas éliminer, mais tu vas produire aussi un déchet. Oui. Oui. Et J'allais poser la question, justement. On déplace la pollution. Voilà. Donc, vous l'enlevez d'un endroit, vous la stockez ailleurs. Il est plus intéressant oui. d'utiliser, par exemple, les méthodes électrochimiques, par exemple. Oui. C'est plus intéressant. Les résines, des changeuses d'ions, c'est plus intéressant que la bentonite. Mais sinon, dans ma thèse, je l'ai utilisé et je ne les ai pas publiés, donc je ne les ai pas présentés. D'accord. Concernant la décoloration, donc vous allez obtenir après donc, des argiles qui sont chargées donc, de colorants. Est-ce qu'il y a un système de recyclage pour un peu récupérer
Puisque généralement, c'est des éléments naturels que vous enlevez. Si, il y a, je pense, 2 ou 3 travaux que j'ai trouvés. Ils font une déolisation, c'est-à-dire ils éliminent. Bon, je n'ai pas voulu en parler parce que tu enlèves l'huile qui est à l'intérieur et tu fabriques du biodiesel. D'accord. Mais en Algérie, j'ai voulu le faire. On a du pétrole, donc. Par contre, ailleurs, si, il y a des travaux qui sont consacrés à ça, parce qu'il y a 30% à peu près d'huile. Donc, ils font une déolisation, ils font une réaction d'estérification. Dans cette estérification, ils fabriquent du biodiesel. Je pense, intervention de ma part. Peut-être aussi c'est un point que vous pouvez peut-être développer par la suite. Vous savez que tout effluent, généralement pour le décontaminer, pour le dépolluer, quand le contaminant, le polluant est présent en grande quantité, on a généralement des solutions. Donc il y a pas mal de solutions. Mais quand le polluant est à l'état de trace, c'est à ce moment-là que ça pose des problèmes. Je pense notamment aux métaux lourds ou bien aux déchets nucléaires. Donc toutes les stations nucléaires, donc quand ils ont des déchets, c'est à l'état de trace. Il faut les enlever, parce que ça pollue, il n'y a pas pire que ça. Mais quand ils sont à l'état de trace, il y a des difficultés énormes donc, pour dépolluer. Donc je pense, au lieu d'utiliser par exemple vos corps pour dépolluer des solutions où le polluant est présent à quelques microgrammes par litre ou 10 milligrammes par litre, essayez de tester si vous pouvez dépolluer des solutions dépolluées à l'état de trace. Je pense que ça a un impact très très important dans l'environnement. Bon, ça Oui. doit, par la suite... Il y a donc le travail que j'ai fait sur le traitement de la terre décolorante, etc. Il y a quelqu'un qui a repris mon travail. Il l'a utilisé dans la défluorisation des eaux potables. Voilà. Éliminer le fluorure des eaux potables. La concentration est très faible. Voilà, donc c'est ça qu'il faut essayer de voir par la suite. Si, Voilà. il a obtenu de très bons résultats. Très bien. Voilà, donc, ceci dit, si mes collègues sont tous... vous voulez... oui Non, excusez-moi, enfin, j'ai oublié de vous poser tout à l'heure une petite question au sujet de la régénération. Vous avez parlé de régénération. Est-ce que vous avez essayé de voir combien de cycles, combien de fois on peut régénérer ce produit, cette argile? Je suis en train de le faire. Ah, d'accord. Merci. Ok. Donc, merci, chers collègues. Merci aussi pour le candidat pour sa présentation et sa disponibilité et ses réponses aux questions. Maintenant, le jury donc, va se retirer pour délibérer. On sera de retour dans quelques minutes. Merci. Très bien, donc, cher collègue Hamid Boukaroui, donc le jury vient de délibérer, il a fait vite comme vous le voyez, il a apprécié votre travail, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire surtout. Donc il vous a déclaré digne donc, de l'habilitation universitaire et vous déclare donc digne du grade de professeur habilité à diriger des recherches. Félicitations. Voilà, merci. Allez, félicitations. Allez, Mborkalik. Voilà. D'ici la fin, Inch'Allah. Ok. C'est... Ah, t'es à On va y aller. On va prendre...